Alors, Philippe Labro, bonjour, bien Bonjour. sûr, bien sûr. Alors, je suis ravi de venir vous voir. Je viens vous voir en fait pour une créature qui a traversé votre univers, votre vie, votre création, qui s'appelle Laura Antonelli. Parce que Laura Antonelli est une des figures pimpantes, lumineuses, magnifiques de Sans mobile apparent que vous avez tourné. Comment l'univers de Laura Antonelli a croisé celui de Philippe Labro? Parce que, alors, est-ce que vous aviez fait vous-même votre distribution? Comment cette créature italienne, qui n'avait pas fait beaucoup de films à l'époque, qui était une belle plante, comment s'est-elle retrouvée au générique et à l'affiche dont Sans mobile apparent? Alors il y a d'abord les lois de l'époque qui étaient les coproductions franco-italiennes. Il y avait beaucoup d'argent italien dans les films français et vice-versa. Et par conséquent, le producteur, Jacques Strauss, m'avait demandé de faire un casting où il fallait trouver 3 ou 4 acteurs ou actrices italiennes. Donc il y avait déjà ça. Et d'autre part, ne nous le cachons pas, il y avait le fait que Laura Antonelli commençait à avoir une histoire d'amour avec Jean-Paul Belmondo, qui était un ami. Et je ne sais pas si c'est Jean-Paul qui a signalé son nom à Strauss. Toujours est-il que je l'ai casté, enfin je l'ai rencontré. Je l'ai trouvé évidemment une séduction, un charme et d'un mystère dans le visage qui correspondait parfaitement à son personnage. Il faudra définir le personnage dans le film dans un instant. Et je me suis dit, voilà, c'est un très bon choix, allons-y. Il y avait une autre italienne, Carla Gravina, donc il y avait 2 italiennes dans le film, plus Trintignant, Sacha Distel, Stefano Loran, etc. Donc il m'a semblé qu'elle correspondait à l'espèce de panorama de personnages dans ce film qui met en scène 10 personnes qui sont impliquées dans une partouze mystérieuse et qu'elle a été la fille violée et qu'elle en est devenue une sorte de victime qui se terre chez elle et dont le mari, interprété par Jean-Pierre Mariel, essaiera de flinguer, sans mobile apparent, entre guillemets, en fait il y a un mobile, tous ceux qui ont participé au viol de sa femme. Et comme dans son visage, je trouvais un semblant de candeur et d'innocence, et en même temps une sorte de mélancolie dans les yeux, tout en étant très très belle, hein, très sexy, mais une sensualité pas agressive, pas provocatrice. Même si depuis, elle est devenue ensuite, on le sait, une véritable écho d'une bombe de sexe pour le cinéma italien. Il m'a semblé qu'elle correspondait au personnage, voilà. Donc, on a travaillé ensemble. Est-ce que, alors, Sans mobile apparent, c'était le deuxième film comme réalisateur de Labro, puis qui avait dirigé quelques années, enfin, qui a dirigé auparavant Tout peut arriver. Avec Fabrice Lucchini. Avec Fabrice Lucchini, Jean-Claude Bouillon, enfin, une apparition même de Deneuve qui joue son propre rôle, voilà. Comment vous conceviez le métier de cinéaste? Parce que c'était quelque chose qui était nouveau pour vous quand vous avez démarré avec Tout peut arriver, même s'il y avait les documentaires, Marie Dubois, d'Orléac, les 2D et tout. Mais est-ce que vous aviez l'habitude à l'époque de faire vos distributions vous-même, c'est-à-dire de choisir vos acteurs dans vos films, ou bien il y avait déjà ce qu'on appelait maintenant les directeurs de casting, et c'était eux qui vous apportaient, disons, les films clés en main? Est-ce que Labro qu'on connaît, voulant s'immiscer dans les choses, curieux et sachant l'ordre du monde et le désordre des choses, est-ce que c'était vous déjà qui choisissiez vos acteurs, ou est-ce qu'on vous avait apporté, pour Tout peut arriver, et pour Sans mobile apparent aussi, une liste de gens dans lesquels vous aviez puisé? Je n'ai jamais travaillé avec ce qu'on appelle aujourd'hui casting manager, je ne sais pas quel est le terme. Bien. J'ai toujours considéré, ça reposait même avant même que je fasse des films, qu'au cinéma, évidemment, ce qui était primordial, c'est l'écriture, le scénario, le récit, mais qu'ensuite il y avait la distribution, le casting, et qu'un metteur en scène, s'il est digne de ce terme, c'est lui qui doit choisir les comédiens et les comédiennes. Et le casting, je l'ai toujours fait. Évidemment, en concertation avec la production, avec Strauss, qui est un très bon producteur, et avec d'autres ensuite. Mais il m'a semblé impossible que ce soit quelqu'un d'autre qui me dise... Alors, simplement, on reçoit des conseils, des idées. Il y a des gens qui veulent... Par exemple, quand j'ai fait L'Héritier, plus tard, avec Belmondo, c'est lui... Non, quand j'ai fait L'Alpagueur avec Belmondo, c'est lui qui m'a dit « Tiens, le tueur, ça pourrait être Bruno Kremer. » C'était une très bonne idée, je l'ai évidemment adoptée. Donc, on n'est pas tout seul, mais néanmoins, pour moi, le casting, c'est indispensable. Il faut un très bon casting. À partir de l'instant
vous les avez choisis, c'est qu'ils correspondent aux personnages que vous avez écrits, et vous n'avez même plus besoin de les diriger, il suffit de dire moteur. Parce que moi j'ai une autre théorie, c'est que la direction d'acteur, c'est un terme un peu pompeux, un peu prétentieux, et que c'est plutôt le choix des acteurs et des actrices. À partir de l'instant où vous les avez choisis, c'est qu'ils correspondent à ce que vous aviez créé et conçu. Et ensuite, il suffit de dire moteur. Mais alors, vous êtes quand même du genre, une fois que vous avez choisi vos acteurs, beaucoup de cinéastes, de grands cinéastes sont d'accord avec vous, l'essentiel d'un film, la direction d'acteur, c'est les choisir, puis après les mettre en libre ou quoi. Mais est-ce que quand même, Labro, quand il va démarrer son film, est-ce qu'il réunit une espèce de lecture à la table du scénario ou pas? Ou est-ce que vous avez des entretiens avec chacun des acteurs séparément? Voilà, moi je conçois soit comme ça, puis après vous avez des gens suffisamment intelligents. Alors, est-ce qu'on dirige Jean-Louis Trintignant? Peut-être pas non plus. Mais donner peut-être 2-3 pistes. Est-ce que vous êtes du genre à donner peut-être 2-3 pistes, 2-3 indications? Ou alors vous carrément laissez faire en leur laissant la bride sur le coup? Non, je ne pense pas qu'on puisse laisser faire. D'abord, il faut faire confiance à l'intelligence d'un comédien et d'une comédienne. Ils ont lu le scénario. Bien. Donc ils ont compris ce qu'on essayait de faire. Avec, en plus, j'avais un très bon dialoguiste, scénariste qui s'appelle Jacques Lanzmann. C'est clair, c'est là, les répliques sont là, les formules, bien. Ensuite, bien évidemment, vous parlez avec eux. Vous leur dites, voilà, s'il fait ceci, c'est pour cette raison. Si elle fait cela, c'est une personne qui cœur. Voilà. On se raconte des choses. Mais par exemple, moi, je n'ai jamais procédé, il paraît que ça se fait beaucoup, à des répétitions globales. On est tous assis autour de la table et tout le monde lit la scène. Bon, rien de tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je travaillais autrement. C'était il y a déjà un moment, hein, quand même. Hein, on est dans les années 70. Et je crois que un metteur en scène, il est au sommet d'une pyramide. Hein. Il est là, c'est lui qui dit oui et non à 300 questions qu'on lui pose par jour, qui était la définition du cinéaste selon François Truffaut. Néanmoins, il y a un ensemble. Vous avez une script girl, vous avez un assistant, un premier assistant et un second. Et vous avez bien sûr le chef opérateur. Et ces gens-là ont aussi leur mot à dire. Donc il y a une concertation générale. Cependant, je considère que le choix final, bien évidemment, c'est la mise en scène, et il n'y a pas besoin d'interférences extérieures. Alors, les comédiens, vous leur parlez, les diriger, non, ce n'est pas le terme, c'est les conseiller, c'est être proche d'eux, c'est les écouter, et ensuite les libérer. À toi de faire, à toi de me donner ce que je ne pourrais pas inventer. Je vous donne un exemple. Quand, dans un autre de mes films, Rive droite, rive gauche, Carole Bouquet est dans le salon de coiffure, et elle voit arriver celle qui est la maîtresse de son mari. Elle se lève, elle a un mouvement du corps. Je ne lui ai pas ordonné ce mouvement du corps. Elle l'a eu. Et tout d'un coup, cette souplesse, ce mouvement de défi, d'orgueil blessé, ce n'est pas une direction d'acteur. Ma direction, c'est que j'ai choisi Bouquet. Voilà. Et il y a un nombre incalculable d'exemples comme ça. Il vous apporte autre chose. Et il ne faut pas freiner ça. Au contraire, il faut l'encourager. Bien entendu, si la prise n'est pas bonne, si on sent que le ton n'était pas tout à fait ce qu'il fallait mieux plus d'emphase ou au contraire plus de discrétion, rien ne vous empêche, et je l'ai souvent fait, de les prendre dans un coin, de parler, certainement pas de clamer devant les autres, voilà ce qu'il faut faire ou pas faire, parce que ce sont des animaux, si j'ose dire, des êtres humains, en tout cas des créatures fragiles, sensibles, et qu'il faut traiter avec énormément de considération, d'écoute et, en vérité, d'amour. Si vous n'aimez pas vos comédiens, vos comédiennes, vous n'y arrivez pas. Alors, je comprends que vous avez beaucoup aimé, évidemment, Laurent Antonelli. Est-ce que vous vous souvenez, si on cherche dans vos souvenirs, la première, est-ce que c'est Belmondo qui vous l'a présenté? Parce que Laurent Antonelli, si on fait un point d'histoire, c'est une actrice qui était en Italie. Elle a été au titre d'une coproduction italienne pour un film franco-italien qui était Les Mariés de l'an 2. Elle jouait la sœur de Samy Frel, sauf qu'elle s'appelle Pauline de Guérande, une aristocrate chouane un peu énervée. Elle a une aventure avec Belmondo qui est divorcée de Marlène Jobert dans le film. Et c'est là qu'elle est apparue dans le cinéma français, son premier rôle dans le cinéma français. Et elle n'était pas la fiancée de Belmondo, puisqu'elle a été mise dans le film au titre de la coproduction. Sur le tournage, elle a rencontré Belmondo et à la grande fureur d'Ursula Andress, c'est une petite aventure. Mais quand Labro a-t-il vu entrer, si vous avez du souvenir de ça, dans votre champ de vision,
La première, est-ce qu'elle est venue quand on vous l'a envoyée donc pour éventuellement être une actrice du film? Est-ce que vous l'avez choisie? Est-ce que c'est Belmondo qui l'avait à son bras? Est-ce que vous avez un souvenir de ça? La première fois que vous avez vu Laurent Tonelli? La première fois que je l'ai vue, c'était à l'écran, quand je l'ai vue dans Les Mariés de l'an 2, et je l'ai trouvée effectivement ravissante et très cinégénique. Hein. Elle passait très bien à travers l'écran. Ensuite, la première fois que je la vois, c'est pas du tout au bras de Jean-Paul, c'est pas amené par un agent, c'est, comme je vous l'ai dit il y a un instant, la loi de ces productions franco-italiennes qui faisait que je procédais à des séances de casting à Rome. Et je crois que la première fois que je l'ai rencontrée, c'est en Italie. Le même jour où j'ai aussi découvert l'autre actrice du film, qui est cette grande rousse, au cou comme ça, avec les cheveux courts, et qui a un charme fou, qui est Carla Gravina. Donc c'est en repérant, on appelle ça un repérage, des comédiennes, que j'ai eu la confirmation de ce que j'avais vu dans le film de Rapneau. C'est pas Jean-Paul qui est venu me dire « faut prendre Laura ». D'autant que Jean-Paul, il n'est pas fou, ne se mêlait pas de ce que je faisais. Il est venu 2 ou 3 fois sur le tournage, sans doute pour voir Laura, et aussi pour m'observer, parce qu'il savait qu'il y avait un autre projet possible qui s'appellerait L'Héritier. Bon. Tout ça, c'est le monde du cinéma, hein. C'est des entrelacs, c'est des fils qui se traversent, c'est des réseaux. Mais mon choix de Laura ne dépend pas du tout d'une recommandation de M. Belmondo, pas plus que d'une agente ou d'un agent. Ça dépend de la certitude qu'il faut qu'il y ait des actrices italiennes dans le film. Et deuxièmement, ma découverte, quand je l'ai vue comme ça, c'était dans les bureaux je crois que c'est l'agence William Morris à l'époque à Rome. J'ai passé une journée entière à voir défiler des filles. Je me suis dit, c'est elle. C'est exactement le personnage que je cherche et que nous avons écrit avec Lanzmann. Et ça s'explique pas. C'est au regard, c'est à la voix, c'est comment dirais-je, au langage du corps, et à encore une fois, ce qu'elle a diffusé depuis dans d'autres films, une sensualité et une douceur. Mais j'ouvre une parenthèse, je ne prenais pas ça pour le comble de l'infamie, hein, que Belmondo. Je sais que vous êtes proche et ami avec lui, qu'il ait dit Philippe, regarde, j'ai ma copine. Voilà, non, pas du tout. Réglé. Pas du tout. Quand vous la voyez face à vous, quand elle est dans votre caméra, dans l'œilleton ou pas, vous voyez cette fille, est-ce qu'elle vous fait penser à ces comédiennes italiennes d'une génération différente et précédente, à Lolo Brigida, à Sofia Loren, extrêmement pulpeuse, espèce de rubasse à l'italienne, charnelle, très physique, avec une belle paire de seins, comme des disco balls, comme ça quoi. Est-ce qu'on est frappé par l'apparence physique, le côté qu'elle est extrêmement charnelle, sensuelle, capiteuse, que c'est vraiment une femme. Est-ce qu'on est sensible à ça d'abord quand on a Laurent Tonelli face à soi? Le personnage dans le film n'est pas voluptueuse, non, pas du tout. charnelle, pas pulpeuse. Et si elle a Juliette, elle s'appelle. Juliette, oui. Juliette n'est pas une bombe de sexe du tout. Elle est au contraire une fille totalement traumatisée par le viol qu'elle a subi quelques années auparavant, donc enfermée dans sa bulle, les yeux ailleurs, elle joue avec des petits objets, elle est tout le temps cloîtrée chez elle, son mari, Marielle, la protège, la domine, et en même temps la suit de près, parce que parfois elle donne la sensation de manquer de raison. Donc ça n'a rien à voir avec les bombes de sexe à la Lorraine ou à la Lollobrigida. Il faut sortir du mythe de l'italienne. Il y a plusieurs sortes d'italiennes. Mais cette italienne-là, même si plus tard, Laurent Tonelli deviendra effectivement une sex-bombe, ou en tout cas, oui, un personnage provocateur, sulfureux, effectivement bien gaulé, comme disent vulgairement et familièrement les hommes. C'est une expression que je n'aime pas. Mais moi, pour mon personnage, pour notre personnage écrit avec Lanzmann, c'était le contraire qu'on cherchait. On l'a, comment dirais-je, presque désexualisée. C'est pas qu'elle n'était pas attirante, elle avait forcément quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ça passe l'écran, parce que ses silences, ses regards, sa victimisation sont, à mon avis, très efficaces. Mais c'est le contraire des bombes dont on parle. Mais c'est normal aussi parce que, disons, le personnel féminin italien du cinéma
dans les années 60, 50, 60, 70 est une richesse inouïe. Hein, c'est extraordinaire. Il y a ensuite Claudia Cardinal, il y en a eu d'autres. Hein. Et donc elle appartient à effectivement une famille de comédiennes. Mais dans son mobile apparent, Laura Antonelli est plus une comédienne qu'une star sexuelle. Qu'un personnage sexy, bien évidemment. Oui, yeah. Mais si, c'est qu'après, quand on regarde sa carrière, après être passée avec Labro, je veux dire, quand elle vous a quitté, on a l'impression qu'elle avait réfréné sa nature première, parce qu'après elle est devenue... elle a fait une petite apparition avec Jean-Paul dans Docteur Popol. Oui. On n'avait pas le premier rôle féminin, mais après Docteur Popol, on a le sentiment qu'elle a tout envoyé balader. Elle est devenue Malicia, la championne de la lingerie, des baby dolls, des bas, des gaines, des genre de choses, voilà. Oui. Est-ce que c'est son choix ? Est-ce que c'est le choix des réalisateurs qui, peu à peu, ont vu en elle ce qu'elle devenait ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que c'est Laura elle-même qui a compris, comment dirais-je, la force qu'elle avait en elle pour faire naître le désir et les passions et les envies des jeunes gens, parce que les gamins, pas seulement les gamins, fantasmaient autour d'elle. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que c'est son choix ou est-ce que le cinéma italien cherchait ce genre de personnage? Et je ne sais pas quel metteur en scène italien a fait tourner, a fait basculer son destin. Salvatore vous le savez peut-être, vous. Avec Malicia, Salvatore Sampieri. Oui. Voilà. Donc, avant Malicia, elle n'est pas Malicia. Non, absolument pas. Bon. Absolument pas. Et à partir de là, mais c'est toujours pareil, tout d'un coup, et c'est arrivé pour beaucoup de comédiens et comédiennes, un rôle précis, une incarnation, fait basculer leur carrière. Et là, après, ils sont prisonniers du personnage. D'une certaine manière, elle a été prisonnière de ce qu'on lui a fait faire dans Malicia. Alors, est-ce qu'elle en a joui? Est-ce qu'elle a aimé ça? Est-ce qu'elle s'est, comment dirais-je, elle s'est trouvée, elle s'est identifiée là-dedans? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on le redit, vous êtes ami et proche de Jean-Paul Belmondo. Oui. Vous avez, après son mobile apparent, réalisé 2 films dans lesquels Belmondo jouait, et non seulement jouait, mais était la vedette. Vous avez évidemment revu Laura Antonelli. Est-ce que quand vous l'aviez revue et qu'elle accompagnait Jean-Paul ou un dîner, ou je ne sais pas, peu importe après, est-ce que vous êtes du genre réalisateur un peu nostalgique, quand vous retrouvez quelqu'un, évoquer un souvenir de tournage ou pas, ou est-ce que ça passe à la poste ou pas? Quels ont été vos rapports après avec Laura Antonelli, qui n'était pas seulement une interprète des films de Labro que vous revoyez après, mais qui était devenue la maîtresse, la compagne, l'amie, la fiancée, l'épouse n'était pas mariée, l'épouse de Belmondo, qui était votre interprète dans 2 films, et pas n'importe quoi, dans 2 films importants dont il avait le premier rôle. Donc, obligatoirement, vous étiez proche et vous les avez revus. De quoi vous parliez? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Est-ce que vous discutiez de ce que vous aviez fait ensemble, tous les deux? Et est-ce qu'il n'est pas venu? Parce que je crois que dans l'héritier, je suis sûr, il y a Carla Gravina qui a un rôle dans l'héritier. Est-ce qu'il avait été question, peut-être, de retravailler avec Antonelli, ou Belmondo aurait dit, on pourrait la prendre, ou vous, tout seul, disant, tiens, je pourrais peut-être prendre Laura Antonelli dans un des 2 films? D'abord, je n'aime pas beaucoup me répéter. Tu sais, j'ai pris Carla Gravina après la reprise dans Sans Mobile parce que je trouvais qu'elle correspondait, encore une fois, au personnage que Lanzmann et moi avions écrit pour l'héritier. Et je ne voyais pas dans l'héritier, dans le casting de l'héritier, un rôle pour Laura. J'ai même pas pensé d'ailleurs. Alors, pour répondre à votre question sur nos rapports lorsqu'elle vivait avec Jean-Paul et que je tournais avec Jean-Paul, je vais vous décevoir. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Je voyais Jean-Paul, on travaillait ensemble. Si, il y a dû y avoir un dîner une fois dans un resto à Paris. Bon, oui. Et on a bavardé. Elle était elle avait un souvenir, comment dirais-je, très agréable de notre tournage. On a évoqué Jean-Louis Trintignant, la Côte d'Azur, l'atmosphère du tournage. Mais dans la vie quotidienne, en tout cas cette instance-là, ce soir-là, elle était plutôt effacée parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous êtes, même si vous êtes sa maîtresse, vous êtes à l'ombre d'un grand arbre qui s'appelait Belmondo. Il ne faut pas oublier la magnitude, la starité absolue de Jean-Paul dans les années 60, 70, toute la décennie 70, 80 bien entendu ensuite. Et donc quand vous êtes avec Jean-Paul après le tournage, ou pendant le week-end si on se revoit, d'abord je ne revois pas tellement les comédiens quand je ne tourne pas.
Je préfère qu'ils vivent leur vie, qu'ils travaillent leur sujet, et moi je m'occupe du plan du lendemain. J'ai jamais vu Laura autrement que sa compagne un peu discrète, pas du tout Malicia, et des souvenirs, oui, de temps en temps, un petit sourire. Mais c'est drôle parce que moi, mon souvenir de Laura Antonelli, pour essayer de nous résumer, c'est au fond le contraire de ce qu'elle est devenue. Une femme, non pas effacée, mais discrète, pudique, sachant tenir sa place, se rendant compte qu'elle est dans une autre culture, une autre civilisation, une autre société. La France, elle débarque. En plus, elle est encore une fois à l'ombre de ce monument du cinéma qui est à l'époque Jean-Paul Belmondo. Donc elle tient sa place. Pas provocatrice, pas arrogante, pas spectaculaire. Je vous déçois peut-être, mais... Non. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle a au moins un double visage. Et d'ailleurs, le visage, elle l'a malheureusement totalement saboté. Est-ce que vous avez suivi on ne va pas épiloguer là-dessus longtemps, mais elle est devenue, quand elle a quitté Jean-Paul, après c'est devenu un peu difficile pour elle. Elle a tourné des films de plus en plus bas de gamme, un peu ou quoi, où on exploitait ce personnage de la femme un peu à poil, disons, en lingerie, un peu comme ça, friandante. Mais est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé quand même, les dégâts de la chirurgie esthétique ou quoi? Est-ce que vous avez un peu suivi, vous avez vu ça et de quelle façon vous avez vu ça? De façon évidemment triste et un peu effondrée quand même de voir ça. Oui, c'est toujours triste parce que vous dites, bon, j'ai travaillé avec cette femme, cette jeune femme, beaucoup de talent, beaucoup de qualité, un grand avenir, et puis voilà que un tournant de film et ensuite ses propres choix et sa propre vie. Comment et pourquoi est-elle devenue ensuite ce qu'elle est devenue, je ne sais pas. Mais quand moi je suivais ça par l'actualité ou par le, qu'en dira-t-on, du monde du cinéma, parce que tout se dit, on sait tout hein, dans le monde du cinéma ou presque, j'éprouvais une sorte de regret, ou plutôt non. Oui, regret, je me disais dommage. Pour moi, c'est dommage ce qui lui est arrivé. Mais, encore une fois, est-ce que c'est sa personnalité? Je ne connais pas, moi, la personnalité de Laura. Je vous dis encore une fois, moi, ce qui m'a frappé, c'est sa pudeur, sa discrétion. Donc, j'ai jamais compris ou su d'où elle venait, qui elle était, quelle enfance elle avait eue, comment elle avait fait les choix qu'elle avait faits, et de quoi est-elle devenue prisonnière? À quoi s'est-elle soumise? Cette horreur dont plusieurs actrices ont souffert et continuent de souffrir, de se transformer le visage. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de rester jeune et on veut être toujours sexy. D'où ça lui est venu? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, c'est une femme qui a tout le temps été mystérieuse. Je ne l'explique pas, Laura Antonelli. Et oui, j'ai suivi ce qui lui est arrivé, j'en ai éprouvé pour elle sympathie, compassion, mais elle n'était pas dans mon univers, je n'allais pas me porter à son secours. Mais aussi mon observation lucide hein, et un peu pessimiste et sceptique de ce qui arrive aux femmes après un certain âge, aux actrices. Comment elles courent toujours après ce qui a été leur beauté et leur charme, et quand elles n'ont pas, au contraire d'une Jeanne Moreau, d'une Isabelle Huppert ou d'une Bette Davis, la vraie nature d'une grande comédienne, ce que n'a jamais été Laura Antonelli, eh bien elle s'effondre. Parce que n'oublions pas ça non plus. Quand une femme passe ce redoutable versant nord et va de l'autre côté de la colline, il lui reste quoi? Son talent de comédienne. Peut-elle jouer une pièce de théâtre? Peut-elle incarner des personnages plus âgés, plus difficiles et tout? Oui, les grandes actrices peuvent. Laura Antonelli, soyons francs et clairs, n'était pas une grande actrice. C'est une comédienne, un personnage de cinéma. Bonne comédienne. Bonne comédienne, bien sûr, mais enfin, il n'y a pas la dimension. Et je ne dis pas ça méchamment, parce que je pense que, malheureusement pour elle, elle a été victime de je ne sais quoi, ses propres choix, des influences qu'on ne connaît pas, et qui ont fait que, bon, il y a eu cette dérive. Hein. C'est le cas de, malheureusement, beaucoup de gens dans le monde du spectacle. Hein. Ça ne se termine pas toujours bien. C'est pas simple. Vous avez vécu sur vos apparences, vous avez vécu sur une réputation, vous avez vécu sur 2-3 gros succès, et puis ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là?
Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a des enfants? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres hommes que Jean-Paul? Sans doute. Lesquels? Quelle influence ont-ils eu sur elle? On ne sait pas. Est-ce que, alors, puisque c'est parfait sur Laurent Antonelli, c'est très bien, et puisque j'ai la chance d'être avec Labro et qu'on parle de Labro cinéaste, on voudrait finir sur cette histoire de faire des films. Est-ce que c'était important pour vous? Je veux dire, l'aventure, il y a l'aventure de la littérature, il y a l'aventure américaine, il y a beaucoup d'aventures, l'aventure de la télévision, il y a plein d'aventure du journaux. Est-ce que l'aventure du cinéma, c'était quelque chose, avec le recul du temps maintenant, a été fondamental, important, accessoire? Comment vous jugez ça des années, peut-être des décennies, plusieurs décennies après avoir fait Tout peut arriver? Est-ce que le cinéma a été quelque chose de fondamental, de constructeur, de très important dans votre vie? Comment vous jugez ça maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous avez fait au cinéma et qui est loin d'être quantité négligeable? Merci. Non, non, mais c'est pas non. Les films existent, ils sont bien, ils sont bien, vos films. Tout le monde le dira, c'est pas que moi. Mais vous me posez une très bonne question. Parce que le cinéma a été une grande partie, et continue d'être une grande partie de ma vie, de ma culture. Moi, j'ai été stupéfié par Orson Welles, Citizen Kane, à l'âge de 12 ans. J'ai découvert simultanément, à peu près au même âge, un autre film qui m'a marqué, qui était Quai des Orfèvres de Clouzot. Et je me suis dit, un jour, peut-être, je pourrais faire ça. Donc ça remonte à très très loin. J'ai ensuite fréquenté beaucoup la cinémathèque, beaucoup les cinémas. Je séchais les cours au lycée pour aller aux 10 h du matin dans un petit théâtre, un petit cinéma près des Champs-Élysées. À côté du grand cinéma de Normandie, il y avait un petit cinéma des Champs-Élysées. Bref, je me suis nourri de cinéma. Le cinéma était et continue d'être une partie de ma vie, de ma culture. Et j'ai toujours ambitionné de faire de la mise en scène. Et lorsque je suis entré dans cette aventure, c'est le terme que vous employez, et c'est une aventure de la mise en scène, j'ai adoré ça, j'ai aimé ça, ça m'a passionné. Aventure que vous avez apprise sur le tas. Moi, ça s'apprend sur le tas. Moi, j'ai appris aussi grâce à la télé, parce que je faisais des documentaires à la télévision qui m'apprenaient le maniement des caméras, le maniement du montage, le rythme, le choix des objectifs. Pour faire un bon film, il faut aussi être un bon technicien. Je n'étais pas un technicien extraordinaire, mais je savais à peu près où on met la caméra et comment on fait. Et surtout, je savais, et ça je l'avais vite compris, qu'en dehors du casting des comédiens et comédiennes, il y a un autre casting qui est tout aussi important, sinon plus important, c'est votre équipe. J'ai toujours choisi, j'ai toujours été chercher, et je connaissais un peu ce qui se passait à Paris ou ailleurs, le bon opérateur, la bonne script girl, le bon assistant. Vous vous entourez très bien et vous déléguez. Tout ça m'a passionné parce que j'ai toujours aimé, au fond, c'est assez étrange parce que je suis partagé en deux. J'ai aimé et je continue d'aimer être seul pour écrire un livre. D'accord. Parce que l'écriture, c'est un acte solitaire. Mais par ailleurs, j'adore diriger. J'adore être avec les autres, les écouter, me servir de leur talent. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai dirigé pendant 15 ans la plus grande radio de France. RTL, c'est pareil. Vous êtes au sommet d'une pyramide et il y a des artisans tout autour de vous, ou des artistes, ou des techniciens. Et donc certains en connaissent beaucoup plus que vous dans leur domaine. Et ça, c'est aussi la capacité d'un bon patron, qu'il soit cinéaste ou autre, c'est d'aller choisir des postes dans lesquels les gens en savent plus que vous, et vous déléguer. Donc, alors, pour revenir au cinéma, mais ça m'a passionné, j'ai adoré ça. J'ai adoré les tournages, j'ai adoré le montage, qui est sans doute le moment le plus exaltant, bien sûr. Et le mixage, et la musique, et même les projections, et même les sorties de films qui marchent ou qui ne marchent pas. J'étais très, très influencé par un homme capital dans le cinéma français qui s'appelle Jean-Pierre Melville. J'ai eu la chance de le rencontrer assez tôt. Il m'a donné son savoir-faire. Il m'a donné une masterclass permanente. On était devenus des amis. Il me parlait de films tout le temps. Il me montrait des films dans sa salle de projection privée, rue Génère, dans le 13e arrondissement. C'était devenu une sorte de père spirituel. Et il m'a énormément conseillé sur le tournage de Sans mobile apparent, dans lequel il y a donc Laurent Antonelli, sur le scénario, en m'indiquant même des passages, des moments où il ne fallait pas faire ça, où vous devriez utiliser tel... J'ai reçu de Melville... Vous avec Melville, vous voyez avec lui. Ah, bien sûr, je n'ai jamais tutoyé cet homme. J'étais plus âgé que moi, j'étais quand même un gamin à côté de lui. Encore qu'il meurt jeune, il meurt dans la cinquantaine, moi j'ai, je ne sais pas, 10 ans de moins. Ça a été un mentor. Vous savez ce que ça veut dire? Un maître à penser. Et il m'a
insufflé encore plus ce que j'avais déjà, la fascination et le goût pour le cinéma américain. Il connaissait par cœur les 65 grands metteurs en scène, depuis les années 40 jusqu'aux années 80, il pouvait les citer par cœur. Il avait été nourri par les très grands cinéastes. Son génie, c'est qu'ayant été nourri par le cinéma américain, il a fait son propre cinéma, que plus tard, les Américains ont imité. C'est un cercle vertueux, extraordinaire et passionnant, qui arrive souvent d'ailleurs en matière artistique, et dans quelques domaines que ce soit, peinture, musique, ce que vous voulez. Et moi, j'ai vécu 7 fois de suite, puisque j'ai fait 7 longs métrages, des moments d'exaltation, d'angoisse, d'inquiétude, de travail, d'insomnie, de maladie. Je suis tombé malade, j'ai eu une insolation pendant le tournage de Rive-Droite, Rive-Gauche, tout ça. C'est la vie. Et ça a été une vie enthousiasmante. Pourquoi? Parce que vous créez. Vous partez de quoi? D'un mot, d'une phrase, d'une page, d'un scénario. Le scénario, c'est quoi? C'est des pages. Puis ensuite, ces pages-là, il faut que ça devienne des images, à travers des gens, des hommes et des femmes, qui vous apportent en plus ce que vous ne leur aviez pas forcément proposé. Donc, le cinéma, c'est pas par hasard qu'on appelle ça un art. C'est un art. Et je ne suis rien, moi, mes films, ça va, sont bien, mais par rapport aux génies qui ont traversé toute l'histoire du cinéma mondial, de René à Bergman, de Hitchcock à Howard Hawks, de John Ford à qui vous voulez, Spielberg, Martin Scorsese, vous avez, comme en littérature, un panorama extraordinaire d'expressions, de moments, d'instants, et qui ont influencé, qui ont marqué des générations. Comment voulez-vous que ça ne m'ait pas plu? Bien sûr, ça fait partie de ma vie. Vous les jugez comment, vos films? Je veux dire, ils sont tels que vous auriez aimé qu'ils fussent, ou bien vous auriez refait ça ou pas? Est-ce que vous en êtes légitimement fier? Je veux dire, est-ce que vous pensez que, parce que le temps est passé, il y a des choses qu'on apprend qu'on ne savait pas à l'époque, qu'on aurait pu faire ou pas, mais quel jugement vous avez sur les films de Labro, si j'ose dire, et est-ce qu'il vous arrive, sans jouer à Sunset Boulevard, vous n'êtes pas Norma Desmond ou quoi, le soir avec Françoise Labro devant votre télévision, est-ce que, tiens, on remet un film que j'ai fait parce que vous êtes in the mood nostalgique pour revoir, et vous en sortez comment mélancolique, j'ai bien fait d'arrêter, ou j'aurais dû continuer à en faire d'autres, quel vous en pensez? J'aurais pu continuer, c'est pas j'aurais dû, j'aurais pu. Je l'ai pas fait pour toutes sortes de raisons, mais ça m'a pas gêné. D'ailleurs, j'ai tourné une page. Vous avez fait d'autres choses, mais il y a d'autres choses. Oui, il y a une vie. J'ai tourné une page, ok. Alors, ce sont des bonnes questions. Vous posez des questions très judicieuses. Moi, j'ai tendance, pour tout ce que je fais, quand je le regarde avec le recul, puisque ça, c'est un problème de recul, de ne voir que ce qui ne va pas, que les défauts, que les erreurs. Et donc, je suis mon plus sévère autocritique. Et je vois bien certains films, il y a une répétitivité par-ci, il y a une longueur par-là, il y a peut-être une erreur scénaristique. D'une manière générale, je suis quand même, ces films-là sont la plupart du temps trop obsédés par la trame du polar. Hein. J'aurais peut-être pu aller plus loin. Ils ont leurs limites. Voilà. C'est peut-être pas assez ambitieux, peut-être pas assez, comment dirais-je, porteur d'influence. Bien. Ça, je vois ça. Je vois en particulier dans un de mes films qui a été le vrai flop, le vrai bide de ma carrière cinéaste, qui s'appelle Le hasard et la violence, avec Yves Montand et Catherine Ross, je vois toutes les failles scénaristiques, toutes les prétentions. Bon, donc, on ne peut pas dire que je suis forcément enclin à vouloir le soir m'asseoir et regarder et aimer narcissiquement ce que j'ai fait. Néanmoins... Si d'aventure, ça arrive. Non, mais néanmoins, il faut être honnête. Il repasse à la télé. Et, zappeur insomniaque, ce que je suis, si je tombe sur son mobile, ou l'héritier, ou l'alpaguer, ou ce que vous voulez, il m'arrive de rester pour le regarder en téléspectateur et me dire, tiens, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Donc c'est à peu près ça la réflexion. C'est premièrement autocritique, soyons sévères, soyons humbles, surtout par rapport aux maîtres et aux mentors que nous avons eus. Et cependant, il y a des choses. Je vous parlais du hasard et la violence, qui est un film
qui a été un vrai ratage, pour 1000 raisons. Néanmoins, il y a 2 séquences dans ce film que j'aime. Et si je les revois, je me dis, bah, tu t'es pas trop trompé, voilà. Donc, mais c'est trop narcissique. On ne peut pas revenir tout le temps sur ce qu'on a fait. Ma vie et la vie, pour moi, c'est un mouvement. Ça bouge, ça avance. Donc si je reviens tout le temps en arrière, si je ne fais que naviguer dans le regret, le remords, la nostalgie ou même la satisfaction, je suis foutu. Donc il faut se dire, c'est là, c'est derrière vous, ça valait ce que ça valait, on continue. Et alors, pour clore, dernière question, ça continue, ça permettra peut-être de parler quels sont les projets, je veux dire, qu'est-ce que vous avez. Alors, il n'y a peut-être pas de cinéma dans les projets immédiats, mais à quoi vont s'occuper les prochains mois de Labro? Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis tout entier attaché à la continuation des activités de journaliste. J'anime une émission de télévision qui s'appelle Langue de bois s'abstenir. J'anime une chronique vidéo sur le site du journal Le Point. J'ai plusieurs comme ça activités journalistiques. Ça, c'est dans mon sang. J'ai besoin de le faire. Mais par ailleurs, je suis attaché à l'écriture. J'en suis à mon 25e livre. Et le prochain sort au 1er octobre. Il s'appelle, ça ce sont les épreuves non corrigées, J'irai nager dans plus de rivières. C'est une phrase qui est extraite d'un petit poème américain que j'avais découvert il y a 30 ans, 40 ans, qui dit ceci: si je devais revivre ma vie, j'aimerais commettre encore plus d'erreurs. Je gravirais encore plus de montagnes. J'irais cueillir encore plus de marguerites. J'irais manger encore plus de fraises. J'irais danser encore plus de danses. J'irais nager dans plus de rivières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est peut-être pas assez arrêté, à force de faire des films, de la radio, de la télévision et tout. Ce qui est important, c'est la nature, la vie, hein, les montagnes, les rivières, les fraises, le bonheur, la vérité. Bien. Ça veut dire aussi, c'est positif, elles sont encore là, les rivières. Elles coulent, et ma vie coule encore. Donc ce bouquin, qu'on pourrait sous-titrer « Itinéraire d'un éclectique gâté », sort le 1er octobre, dans 6 mois, et ça fait partie de mes obsessions en ce moment. C'est-à-dire que je me prépare à rencontrer les journalistes lorsque le service de presse sera distribué dans quelques temps, puisqu'on a retardé la publication à cause du coronavirus. Et je pense déjà au fait que c'est très gentil d'avoir fait un bouquin dont je me dis, il y a pas mal de choses dedans, il faut faire le prochain. Donc d'ores et déjà, là-dedans, dans mon stylo, il doit y avoir un prochain livre. C'est ça, mon obsession. Pas un prochain film, un prochain livre. Prochain film, non, parce que je pense que c'est un métier qui se fait debout, qui est très fatigant. J'ai plus tout à fait 20 ans, et je ne suis pas certain que je pourrais tenir la distance. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que j'ai réorganisé ma vie autrement. Ça fait partie de mon existence, j'ai adoré faire ça. Si demain on vient m'apporter un sujet dont je me dis mais c'est formidable, c'est pour moi, je dirais oui, on y va, on le fait. Mais je n'ai pas vu le sujet encore. Il viendra peut-être.